Nous sommes avec deux anciens responsables de la communauté des renseignements, Tzachi Fenton, colonel de réserve, ancien officier des renseignements militaires israéliens, et vous, Erez Rasson, ancien agent haut responsable du Shabak sur le terrain. J'ai voulu vous demander d'intervenir parce que j'aimerais comprendre comment ça marche, la communauté des renseignements, et comment surtout savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces villages-là. D'abord, première question à vous deux, vous allez me dire qui décide. Comment un terroriste peut se cacher pendant 11 jours, opérer sans que ni le Shabak, ni la police, ni l'armée ne puissent mettre la main sur un tel homme? Je parle du terroriste de Chouafat. Nous allons tout d'abord commencer par les faits. Et vous avez raison, il peut arriver que des terroristes préparent quelque chose au dernier moment. Quelque chose à quoi ils avaient commencé à réfléchir au cours des 15 derniers jours. Ils décident de passer à l'action et nous n'avons aucun renseignement préliminaire à ce sujet. En ce qui concerne la capacité de pouvoir se fondre dans la population, je n'ai pas besoin de vous dire, ni à vous, ni aux téléspectateurs, qu'ils vivent au sein d'une population qui les soutient, qui va dans leur sens. S'ils décident que personne ne doit parler d'un incident ou d'un terroriste qui se cache, personne n'en parle. C'est vrai, nous avons nos propres ressources et nos propres moyens pour avoir des informations, mais de là à dire que tout est tout le temps complètement couvert à 100% et que l'on sait toujours à chaque instant ce qu'il se passe, ce ne serait pas exact. De plus, malheureusement, ce dont on parle, ce sont les rares fois où cela ne fonctionne pas. Mais il suffit que le public sache que pour tout échec, il y a 1000 réussites. Nous arrivons à déjouer les plans grâce à notre réseau d'information, notre collecte de renseignements en amont. Et si c'était mieux expliqué, je crois que les choses seraient perçues quelque peu différemment. Encore un point à ce sujet. Parfois, il y a tant d'informations que l'arbre cache la forêt. Il arrive que tout le monde appelle et que chacun nous dit « Je vois quelqu'un de suspect ». Finalement, les ressources que nous possédons sont limitées. Et nous sommes obligés d'être très précis et rapides. Et parfois, vu la quantité d'informations, il y en a malheureusement qui passent au travers. Plusieurs choses. Quand on dit que le Shabak remue la terre, ça veut dire quoi ? Je crois que le temps importe peu et qu'en fin de compte, les agents dont c'est maintenant le travail font tout leur possible, et je peux en parler parce que je sais de quoi je parle. Ils font tout à tout moment, et le fait de savoir si 8 ou 11 jours se sont écoulés importe peu. Nous avons habitué le public, et c'est très bien, et à juste titre, au fait que nous agissons le plus vite possible. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire le plus rapidement possible. Et si je dis nous, c'est parce que j'ai encore le sentiment de faire partie de ce système. Et donc le temps importe peu. Un type comme ça, un terroriste qui commet un attentat à Chouafat et qui ensuite est en cavale pendant 11 jours, réfléchit déjà à l'attentat suivant parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il est entouré de gens qui le soutiennent, et donc le nombre de jours importe peu, et en fin de compte, nous arrivons à mettre la main sur chacun d'eux. Pour répondre à votre question, que fait le Shin Bet quand on ratisse le terrain? Il faut savoir que l'État d'Israël d'une part et le Shin Bet en particulier possèdent des capacités de renseignement inégalées et dans de nombreux domaines. Dans le monde duquel je viens, le Yumit, le monde du renseignement d'origine humaine, cela signifie que l'on met en œuvre toutes les capacités humaines pour finalement trouver ces suspects. Il ne faut pas oublier que ces gens-là vivent dans un milieu hostile. Ils constituent les ressources du Shin Bet, et parfois, à part le fait que nous avons un surplus d'informations et que nous ne savons pas toujours saisir celle qui est pertinente, ce qu'on appelle le jackpot, nous avons de bons renseignements. Nous ne voulons pas mettre en danger nos informateurs par des actions trop hâtives, et il faut donc être très prudent. Si nous sommes certains de posséder des informations sur quelqu'un qui va perpétrer un attentat, nous sommes prêts à prendre des risques, à risquer nos hommes. Pendant ces 11 jours et de manière générale, comment vous choisissez votre source? Comment vous allez lui parler? Qui vous allez choisir? Tout d'abord, qu'il soit bien clair que nous ne possédons aucune information véritable sur cet événement. Et nous parlons en général. Ce système du Yumint, du renseignement humain, que nous connaissons bien, c'est un navire dont le gouvernail ne réagit pas au quart de tour. On ne va pas transformer quelqu'un ni en un jour, ni en 11, en agent ou en source de renseignement, ni en collaborateur. Il s'agit d'une action très lente, d'un processus graduel où tout est contrôlé. Vous nous avez demandé comment on choisissait une personne. Eh bien, je crois que dans 50% des cas, ce sont elles qui nous choisissent. Je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux dire. À ce propos, vous êtes Tzachi et Erez ou c'est Capitaine quelque chose? Moi, je suis sur le terrain. Mon nom, c'est Capitaine. Capitaine avec un nom arabe. Continuons. Le silence vaut des millions à ce propos. Alors, comment ça se passe justement? Je vous laisse répondre, pardon.
En fin de compte, une personne qui vend des informations en contrepartie de quelque chose, c'est soit qu'on a réussi à la contacter, soit qu'elle nous a contactés. Je m'explique. Nous avons une phrase que nous enseignons à chaque cours. Tout le monde peut être recruté. Et en général, un doigt se lève et c'est un élève quelque peu impertinent qui demande à l'enseignant ou à l'instructeur « Vous aussi, on peut vous recruter ?» Je vais vous expliquer comment ça marche. Les gens sont prêts à renoncer à de l'argent qu'ils possèdent pour un hobby qui leur tient forcément à cœur. La moto, une télé 50 pouces. Les gens sont prêts à le faire et en termes de valeur, c'est quelque chose qu'ils possèdent en eux. Ils sont prêts à agir de la sorte, ils sont prêts à payer la contrepartie nécessaire. Parfois, les gens sont prêts à renoncer à leur femme pour une autre femme, meilleure. Cela arrive parfois. C'est quelque chose que nous connaissons tous. Meilleur à ses yeux. À ses yeux. Nous connaissons tous ce genre de choses, cela arrive dans tous les milieux, ici aussi. En fin de compte, tout est une question de valeur. Prenons un exemple. Il peut s'agir de quelqu'un qui est hostile au terrorisme ou à la façon dont on exploite, dont le responsable haut placé chez eux exploite la population, une personne qui demande simplement de vivre tranquillement, de vivre bien, qui veut travailler, gagner sa vie, avoir une bonne éducation pour ses enfants. Et cette personne fera tout pour faire avancer les choses dans ce sens. Pour des raisons idéologiques dans un pays démocratique, elle s'exprimera tous les 6 mois aux élections. Mais parfois, elle ne peut pas s'exprimer. Et sa seule façon de le faire, c'est de s'adresser à un élément tiers qui lui viendra en aide. J'aimerais, si je puis dire, faire un zoom out. Il y a une phrase que j'ai entendue dans le film Le Moineau Rouge qui parle du service de renseignement russe et qui dit que l'homme est un puzzle composé de besoins. À chacun d'entre nous, il manque quelque chose. Il vous suffit d'apprendre à être la pièce manquante pour que cette personne vous donne tout ce que vous désirez. Comment il vous trouve? Comment cette source palestinienne vous trouve? Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec le terme que vous employez en disant qu'elle nous trouve. Il y a une certaine façon de faire, de rentrer en contact. Mais sur le terrain, du moins là où moi j'étais, et en ce qui concerne la façon dont nous travaillons, nous localisons les gens en nous basant sur des éléments principaux, des compétences personnelles mais également des compétences spécifiques concernant l'objectif que nous désirons atteindre. S'il s'agit par exemple du terroriste de Shoafat, il faudra atteindre son entourage, des gens qui peuvent me fournir des informations sur ce terroriste en particulier. Le deuxième élément, c'est la motivation. À quoi cette personne est-elle prête à renoncer? Est-ce qu'elle agit par idéologie, par désir d'aventure, pour tout un tas de raisons, pour l'appât du gain, pour des raisons médicales ou autres? Et bien sûr, l'accessibilité, le fait de pouvoir la contacter, lui parler, la comprendre, la rencontrer ou lui parler par un autre moyen. Et à partir de là, nous nous adressons aux gens avec tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil, vous savez bien. Ça, c'est quand tout va bien. Mais quand il y a une bombe à retardement et qu'il y a une succession d'attentats comme aujourd'hui, comment on opère? Est-ce que la tactique est différente? Il y a à cela 2 réponses, et cela a un rapport à ce que l'on vient d'entendre précédemment. La facilité d'accès, la motivation, en fait, c'est la clé à tout ça. Une personne peut par exemple nous raconter encore et encore qu'elle désire véritablement travailler avec nous dire qu'elle est sioniste, qu'elle aurait dû naître juive, que je ne sais quoi encore, mais elle n'est pas forcément intéressante, elle n'a rien à vendre. Mais il se peut aussi qu'à force de travailler de façon très intensive, en effectuant des recherches, nous allons trouver quelqu'un qui est très proche de la personne que nous cherchons à atteindre, mais nous n'avons aucun moyen de le recruter. Parfois, nous nous trouvons dans une impasse et nous aimerions bien que les 2 choses convergent et que la personne qui est celle que nous désirons soit celle qui nous dise « Dommage que je ne sois pas né juif ». Je crois qu'ici, il faut ajouter que l'élément le plus important, même si pour moi le UMINT est l'élément le plus important, car en fin de compte, c'est ce qui nous permet de boucler toute action. Il est essentiel de s'adapter. Je parle des nouvelles technologies. Il est essentiel de dire que dans un événement comme celui que vous décrivez, il existe tout un réseau de renseignements, de capacités professionnelles qui finalement sont canalisées et donnent lieu à une action au terme de laquelle nous arrivons à mettre la main sur la personne recherchée. Le travail en lui-même ne change pas, ce sont les mêmes activités, tout le temps, 24 heures sur 24. Ce qui change, c'est le stress que nous ressentons. Quand chaque seconde compte, ce qui change, c'est le stress, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas parce que nous craignons quelque chose que nous agissons différemment des jours ordinaire. Nous sommes à tout moment sur le qui-vive. Nous faisons tout ce qu'il faut faire car il est très clair que tout attentat que je n'ai pas déjoué aujourd'hui, il surviendra demain. Et donc au lieu de le déjouer, j'irai enquêter. Une chose qu'il est important de préciser, s'il ne s'agit pas d'un attentat perpétré par un seul individu, il est évident que si nous bénéficions d'une source qui a un bon accès à une organisation terroriste, au centre des opérations, au dépôt de munitions,
et qui nous dit en temps réel « Écoutez, j'ai appris par notre réseau interne que maintenant ou dans quelques heures, quelqu'un a reçu ou va recevoir du matériel. Quelqu'un va être contacté, que par la Jordanie où on envoie telle ou telle chose, que dans la vallée du Jourdain, que telle et telle personne viendra la chercher pour l'emmener là-bas, dans le sud ou ailleurs, et qu'ensuite il ira à Jaffa. » Eh bien alors il est évident qu'immédiatement nous passons tous en mode d'état d'urgence. On actionne toutes les antennes dont mon collègue a parlé et on obtient là à ce moment-là une image d'ensemble. Et si je dois faire une synthèse de votre question et de nos réponses, le renseignement humain aura lieu en général en amont et en temps réel. On envoie immédiatement des questions à toutes les personnes concernées et sans les données globales de tous, il sera très difficile de déjouer un attentat. Il faut dire aussi... Un instant, il faut également remercier tous les soldats, les gardes-frontières, la police israélienne, les vigiles, comme nous l'avons vu, qui travaillent pour des compagnies privées, etc. C'est l'ensemble de tous ces gens qui constituent la clé de la réussite. Juste un mot pour dire qu'en fin de compte, de mon expérience personnelle, dans la plupart des cas, quand il s'agit de déjouer le terrorisme en Judée et Samarie et dans la bande de Gaza, ce qui nous permet en fait de mettre le point final à ces opérations, c'est une source de renseignement YouMint. Ça, je l'entends. Mais quand il y a un groupe comme la Fosse au Lion, qui n'arrête pas, par exemple, une fois que son réseau TikTok a été coupé, il est passé de 72 000 à 140 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a une volonté de la rue palestinienne de s'identifier à la Fosse au Lion. Comment on fait pour trouver, pour trouver la personne qui va vous indiquer ce qui se passe de l'autre côté ? Votre question renferme la réponse. Le danger lui-même recèle les opportunités. À partir du moment où il ne s'agit pas d'un ou de deux individus qui préparent quelque chose ensemble, mais que l'ensemble du public est impliqué, nous, les gens de YouMint, nous avons à ce moment-là beaucoup plus de possibilités au niveau des informateurs, des cachettes chez l'habitant, du soutien logistique, de la nourriture qu'on apporte à ceux qui se cachent, du transfert des munitions. À partir du moment où cela devient quelque chose de plus complexe, de plus vaste, pour nous, en termes de renseignements d'origine humaine, c'est très riche en opportunités. Quand il s'agit d'un groupe de 3 personnes, il faut en recruter une sur les 3 ou recruter 2 informateurs. Mais quand il s'agit de TikTok avec 72 000 personnes qui possèdent les informations, voient ce qui se passe et sont sur le terrain, il faut choisir la bonne source de l'accessibilité parmi ces 72 000 personnes. La réponse est assez simple. Tout est une question de mathématiques. Excusez-moi, mais ça paraît tellement simple. Non, pas du tout. Et si c'est ce qu'il ressort de mes propos, c'est tout le contraire. Ce n'est absolument pas un travail facile à faire. Je voulais parler de l'envergure de l'activité. Plus elle est importante, connue de tous à grande échelle, plus il nous est facile de trouver la personne qu'il nous faut. C'est le credo de notre organisation de renseignement dont l'objectif est de déjouer les attentats. Le recrutement est évidemment une mission très complexe. Il ne s'agit aucunement de quelque chose de simple et de facile, peu importe l'organe de renseignement dont il s'agit. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est illustrer les différences entre l'action d'un seul individu qui se dit un beau matin « je vais aller perpétrer un attentat » et c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrecarrer, et un groupe qui contient plusieurs milliers de personnes et dans lequel nous avons plusieurs pistes possibles. Et pourquoi il continue alors ? Pourquoi la Fosse au Lion commet des attaque après attaque ? Pourquoi jusqu'à présent, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas eu de vaste opération ? Il ne faut pas nous faire d'illusions. Il y a eu des attentats et il y en aura d'autres. La seule chose qui change, c'est la façon dont on les nomme. Il n'y a en fait rien de nouveau. Pour le moment, ils s'appellent Arin al-Ossoud. Avant, il y avait les faucons de je ne sais quoi. Après, on aura les serpents de je ne sais quoi, les aigles, etc. L'aigle rouge, les panthères noires, ce sont les mêmes terroristes. Il ne faut pas que nous imaginions que maintenant, la réalité est tout autre et que la population palestinienne se met à faire des attentats. Les attentats, il y en avait quand j'étais enfant, quand j'étais jeune homme, quand j'étais à l'armée, à l'âge adulte, et malheureusement, ils vont certainement continuer à essayer d'en perpétrer quand mes enfants aussi auront mon âge. La réalité n'a pas changé. Ce qu'il faut, c'est adapter les outils. Si cette interview avait eu lieu il y a 200 ans, votre question aurait été « Dites-moi en hiver, comment est-ce que le pigeon voyageur arrive à bon port avec son message? Comment vous réussissez? » Les moyens sont aujourd'hui différents. Ils constituent aussi de bonnes opportunités. Sur les 72 000 followers sur TikTok, on peut imaginer que l'un d'entre eux a collecté des informations à leur sujet. Il faut toujours avoir l'esprit que le danger, c'est une opportunité, que le danger recèle des occasions. En fin de compte, aujourd'hui, la communication a lieu sur les réseaux.
C'est comme ça que les gens de cet âge communiquent. Sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, c'est leur façon de communiquer. C'est la raison pour laquelle, de ce que je connais du Shin Bet, on s'adapte parfaitement aux méthodes de travail. Malheureusement, les terroristes chercheront toujours à nous devancer. En fin de compte, il s'agit de deux gosses, deux terroristes méprisables, qui prennent une voiture, passent près d'un checkpoint, tirent 2 balles. L'une d'elles touche un soldat à l'épaule et celui-ci va succomber à ses blessures. Cela n'enlève rien à la douleur et à la frustration. Cela fait mal, c'est frustrant. Mais cela ne constitue pas une menace existentielle. Il faut tout faire pour stopper ces individus. La technologie aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'information, mais la surinformation. Les gens peuvent dire « Comment se fait-il que vous n'ayez pas été au courant ? Il a posté une vidéo 5 minutes avant. On le voit, une arme à la main, dire « Je vais maintenant, je ne sais où, et tuer quelqu'un ». C'est un véritable défi. De nombreux pays s'y attellent. Comment ? Sur la base de quelques paramètres, réussir à mettre le doigt en temps réel sur la vraie information. Ça sera l'une de mes dernières questions. Si j'étais votre source et que j'habitais ici dans ce village, où vous m'auriez rencontré ici ou quelque part ailleurs? Je ne tiens pas à dévoiler des modes opérationnels ou autres, mais je tiens à vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous voyez la proximité ici entre les villages palestiniens et les localités israéliennes? Seuls quelques mètres les séparent. L'expression à la mode maintenant, c'est de parler de ville mixte en Israël. Mais en fait, tout Israël est un pays mixte. Dans chaque ville, on trouve ceci, cela. Nous sommes contraints de... Chacun choisira le terme qui lui convient, de vivre ensemble dans des relations de bon voisinage. Et nous aimerions que, comme dans le passé, les gens aillent les uns chez les autres quand il leur manque du sucre, ou que les enfants des uns jouent avec les enfants des autres au foot. C'est véritablement notre vision à tous, c'est notre désir. D'autre part, cela permet également de se rencontrer, comme dans les cas dont vous avez parlé. Cette personne doit maintenant se rendre au travail dans une entreprise israélienne, une entreprise de conditionnement agricole, une usine, un restaurant, et de là, tout est possible. On peut se rendre où on veut. Au sein des villages, je préférais que les mamans israéliennes ne pensent pas que l'on met en danger leurs enfants pour n'importe quel coup de tête, et que si on risque nos vies, c'est pour en sauver d'autres. Mais comme vous l'avez dit précédemment, aujourd'hui, il y a d'autres moyens de communication. Nous ne sommes absolument pas obligés, comme on voit dans les films, de se rencontrer dans un café à Paris avec un croissant. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un monde clandestin. L'État d'Israël investit tous ses moyens financiers et intellectuels pour préserver ses sources d'information. Nous avons les capacités, les informations, les compétences et nous mettons tout en œuvre pour préserver ces sources d'information. Il est aussi évident que rencontrer un indicateur dans son village, ce n'est pas quelque chose que nous avons pour habitude de faire. Aujourd'hui, si je vous propose de parler arabe tout de suite maintenant, sans aucune préparation, vous êtes capable, sans aucun problème. تفضل حبيبي يلا على طول نحكي عربي مفيش مشكلة من مرة. تفضل إذا بدك كل شيء من البداية كمان وياك. إذا بدك كل المكالمة هذه بالعربي يلا تفضل تعال نمشي. C'est incroyable. حرام للمصور ما بيفهم. J'ai vraiment l'impression que vous avez 2 vies. Moi, j'ai l'habitude de dire que pendant 25 ans, j'ai vécu dans 2 mondes différents. Il y a le monde d'Erez et le monde du coordinateur du Shin Bet. Leur dénominateur commun est pratiquement nul. Il s'agit véritablement de 2 mondes différents. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un monde très riche et Erez sera certainement de mon avis. Chaque instant est un vrai plaisir. C'est un monde fascinant, plein d'attraits. Et dans toutes les conférences que je donne sur les espions au service de l'État, je dis toujours que si je devais tout recommencer, je ne changerais absolument rien, malgré les difficultés, malgré le prix que paye la famille, malgré le danger et malgré tout le reste. Je ne changerais rien. Captain Sahi, Captain Erez, يعطيك العافية. الله معك.